Bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Top 25 Action Movies. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je voudrais faire un avant-propos. Vous voyez, la plupart des films cités dans mes précédentes vidéos sont issus de la culture populaire. Même s'ils ont souvent été des succès commerciaux, ils sont généralement vus de haut par une certaine élite intellectuelle. Mais la culture populaire a cela de particulier d'être une culture vivante. Prenons l'exemple de Buster Keaton, star du muet qui a amusé les foules dans les années 20. Ce type, qui a clairement inventé une partie du langage cinématographique, ne s'émancipait qu'à travers des œuvres ouvertement orientées vers un public populaire. Les décennies passent, et ce phénomène tombe entre les mains de la bourgeoisie intellectuelle qui décide de le figer et de le muséifier afin d'en être les seuls gardiens, et ainsi mettre à l'écart le public qui l'a fait grandir. Mais voilà, 60 ans après, un type comme Jackie Chan ressuscite ce phénomène en direction d'un même public populaire avide de plaisir immédiat. Voilà en quoi cette culture est vivante. Car aujourd'hui, nous allons parler de Drunken Master 2, ou Combat de maître chez nous, réalisé par Liu Chia-liang et un peu par Jackie Chan aussi. Si l'on devait retracer la carrière de Jackie Chan, du premier Drunken Master jusqu'à la sortie de Drunken Master 2 en 1994, elle serait intimement liée à l'essor d'un genre et d'un style qui aura marqué le monde entier. En effet, malgré les débuts très difficiles où il commence par officier en tant que cascadeur, il se fait remarquer dans le film Under Death de John Woo en 1976. Mais le succès tarde à se montrer. Lo Wei, réalisateur ayant fait exploser la carrière de Bruce Lee, est à la recherche d'un nouveau poulain. Et c'est sur le jeune Jackie Chan qu'il mise ses gains. Malheureusement pour Jackie, il ne tournera que des films assez moyens, voire médiocres, qui ne rapporteront pas assez au box-office. Jackie est prêt à abandonner sa carrière, mais en 1978, le producteur N.C. Yuen le récupère pour le faire tourner dans Snake in the Eagle's Shadow, sous la direction du grand Yuen Woo-ping, qui sera reconnu plus tard à l'international pour avoir chorégraphié les combats des Matrix ou encore des Kill Bill. Producteur visionnaire, N.Yuen fait bande à part des gros studios comme la Shaw Brothers et la Golden Harvest pour fonder sa propre compagnie, la Seasonal Films. Sentant que le film de kung-fu traditionnel commençait à se démoder, il fera émerger de nouveaux talents à Hong Kong, notamment un petit jeune nommé Tsui Hark. Bref, l'association Yuen Woo-ping Jackie Chan va booster un nouveau genre, la comédie kung-fu. Mais ils frapperont plus fort la même année avec Combat de maître alias Drunken Master. Cette fois, Jackie Chan joue le rôle historique de Wong Fei-hung, une figure ultra célèbre de la Chine. Les deux compères s'amusent à détourner les codes du genre en récupérant les éléments traditionnels de ces films, mais en ajoutant une grosse touche d'humour. En parodiant les entraînements par exemple, mais surtout en faisant intervenir le fameux style de l'homme ivre, ce qui permet à Jackie Chan de dévoiler tout son talent pour la pantomime, de son amour pour les classiques du muet et d'un esprit fort. La carrière de Chan est enfin lancée, s'ensuivront d'autres chefs-d'œuvre comme la série des Marins des mers de Chine, les Armor of God ou encore les Police Story qui pouvaient largement surpasser certaines productions d'action américaines des années 80. Nous pouvons le vérifier en images. Mais Jackie Chan ne saurait porter à lui seul la couronne de roi de la comédie kung-fu. Le cinéaste Liu Chia-liang aura été le véritable précurseur de ce courant en réalisant The Spiritual Boxer en 1975. Cascadeur, directeur de chorégraphie, acteur puis réalisateur, il commence sa carrière au sein de la Shaw Brothers et particulièrement pour les films de Chang Che. Naviguant entre tradition et délire comique, Liu Chia-liang pouvait pondre des œuvres aussi barrées que les 18 armes légendaires du kung-fu ou le singe fou du kung-fu, que de nous régaler avec des films plus sérieux comme la fameuse 36e chambre de Shaolin ou les arts martiaux de Shaolin. Et le bonhomme pouvait compter sur de sacrées têtes d'affiche pour assurer le spectacle.
Donc, quand deux génies fusionnent, forcément, ça donne des chefs-d'œuvre. Nous sommes en Chine, au début du XXe siècle. Wong Fei-hung, accompagnant son père et son serviteur, cache un paquet contenant du ginseng dans la valise d'un ambassadeur anglais afin d'éviter d'avoir à payer les taxes de douane. Mais il ne se doute pas que la valise contient un paquet similaire avec, à l'intérieur, un seau de jade appartenant à l'ambassadeur. En voulant récupérer son ginseng, Fei-hung tombe sur Fu Wenqi, un officier mandchou qui tente de dérober le seau de jade. Mais dans leur rencontre musclée, les deux compagnons échangent sans le savoir leur paquet. Après enquête, les hommes de l'ambassadeur soupçonnent Fei-hung d'avoir volé le seau. Plus tard, Fu Wenqi retrouvera la trace de notre héros pour le mettre au courant de l'affaire. Ce seau appartenait à un empereur chinois que l'ambassadeur a délibérément volé. Wong Fei-hung va devoir régler cette affaire et par la même occasion sauver son village de la menace que représente l'ambassadeur en empêchant la fermeture de la fonderie ainsi que de l'école d'arts martiaux de son père. Lorsque Jackie Chan se lance dans le projet Drunken Master 2, le bonhomme s'approche petit à petit de la quarantaine. L'occasion pour lui de faire un point sur sa carrière et de savoir s'il pourra encore assumer des rôles aussi physiques parallèlement à son activité de producteur et réalisateur. À la base, Drunken Master 2 n'était qu'une simple œuvre de commande au profit de l'association des cascadeurs de Hong Kong pour le Nouvel An chinois 1994. Pour alléger sa charge de travail, il s'adjoint les compétences de Liu Chaoliang à la réalisation. Le bonhomme aura aussi droit à un rôle capital dans le film d'ailleurs. Cependant, il n'est pas question de refaire la même chose que ce qui a été fait auparavant. Même si Drunken Master 2 a des atours de grands films à costume à l'ancienne, il faut se rappeler qu'entre le premier et le deuxième film, le personnage de Wong Fei-hung a été adapté par Tsui Hark dans sa grosse saga de « Il était une fois en Chine ». D'ailleurs, on peut retrouver des éléments visuels et narratifs similaires dilués ça et là dans Drunken Master 2. La photo, les décors et certains costumes dans celui du héros. Mais aussi une intrigue à base de vol de trésors nationaux et la présence d'un antagoniste occidental, en l'occurrence anglais, qui a servi le peuple chinois. Malheureusement, avec deux têtes pensantes sur le projet, des tensions et des divergences artistiques vont avoir lieu. D'un côté, Liu Chaoliang injecte tout son savoir-faire de la Shaw Brothers. Voulant des combats plus réalistes, en refusant d'avoir recours à des câbles, il privilégie avant tout la chorégraphie des combats plutôt que le découpage cinématographique. En jouant constamment sur des cadres précis, passant d'endroits exigus à des combats en plein air, il a poussé les compétences martiales de ses acteurs au maximum, en particulier Jackie Chan et sa fameuse technique de l'homme ivre. Et il va en avoir pour ses frais, tant le réalisateur ne lui permettra pas d'avoir recours à des câbles ou à des trampolines. C'est d'ailleurs sur la façon d'aborder cette technique que les deux hommes vont se brouiller. Jackie Chan voulant aussi rester fidèle à ses références burlesques, il filmera intégralement la dernière partie du film où il déploiera tout son talent pour le slapstick. Il passe d'une violence physique à la limite du masochisme à de la pantalonnade grotesque où Wong Fei-hung puise sa force dans l'alcool, le rapprochant de personnages cartoonesques comme Popeye ou Astérix. La comédie n'est pas en reste. En passant, le duo Jackie Chan et la regrettée Anita Mui viendra alléger le récit et changera un peu des registres de femmes en détresse propres au film de Chan. Il est amusant de voir que les différends entre Jackie Chan et Liu Chaoliang n'ont fait qu'enrichir cette œuvre, lui donnant de plus en plus de dynamisme au fil des combats. Comme cette scène dans une auberge qui est un véritable modèle de mise en place de l'action. Ici, Liu Chaoliang montre toute sa maestria dans la gestion de l'espace. On établit tranquillement le lieu du futur combat par des plans d'ensemble, on fait des travelling discrets pour montrer des éléments importants, comme ces fenêtres par exemple, et ensuite, on peut balancer la sauce. Le spectateur comprend que la menace peut venir des fenêtres, par cet escalier qu'il a vu auparavant, par ce balcon, etc. Tous les éléments présents dans le champ auront leur importance dans le combat qui va suivre. Évidemment, c'est une technique cinématographique qui découle du fameux principe de Tchekhov, qui veut que tout ce qui est présenté dans le premier acte doit être utilisé dans le second. Par exemple, lorsque nous voyons la fonderie au début du film, on voit les ouvriers utiliser des petits wagons pour transporter du gravier, puis d'autres utiliser des tisonniers ardents, ou encore verser de l'alcool à brûler sur des braises pour raviver les flammes. Alors lorsque Wong Fei-hung se retrouvera dans la fonderie pour le combat final, le spectateur aura une idée de ce qu'il attend. Des wagons qui lui rouleront dessus, du gravier qui viendra le plaquer à terre, des tisonniers en guise d'armes, un tapis de braise,
mais aussi cet alcool à brûler qui va l'aider à déployer sa force. C'est une technique aussi vieille que le cinéma, mais que certains réalisateurs semblent avoir du mal à appliquer encore aujourd'hui. En bref, Drunken Master 2 est un véritable accomplissement. Les combats atteignent un rare niveau de brutalité. La virtuosité des combattants est magnifiquement mise en valeur par des chorégraphies qui puisent autant leurs influences dans les arts martiaux que dans les comédies musicales à la Gene Kelly. On atteste le fameux jeu de jambes de Ken Lo qui s'apparente à des pas de danse. Jackie Chan et Liu Liang ont réussi à rendre un véritable hommage à la comédie kung-fu autant qu'à la tradition du film en costume. Contre toute attente, le film bat des records en Chine alors que le genre commençait à s'essouffler. Il reçoit aussi moult récompenses et paradoxalement à ce succès, Jackie Chan annonce qu'il part définitivement travailler aux États-Unis. Et oui, la rétrocession de Hong Kong approche et l'avenir est incertain pour beaucoup. Chan sait que de l'autre côté du Pacifique, ses films sont guettés avec attention. Bien évidemment, il y a les fans de la première heure, comme Tarantino, mais aussi d'autres stars comme Sylvester Stallone, Wesley Snipes ou encore Michael Douglas, qui l'auront plusieurs fois sollicité pour des collaborations. Sam Raimi avouera que c'était une de ses références principales lorsqu'il tournera Darkman. On se doit d'évoquer Joel Silver et ses deux petits poulains, les Wachowski, avec la déferlante Matrix. Mais aussi Edgar Wright, qui, de Scott Pilgrim à World's End, voire même Baby Driver, en fera une de ses influences majeures. Et je ne parle même pas de la centaine de mangas ou jeux vidéo qui auront vu le jour grâce aux œuvres de la superstar. Malheureusement, le passage à Hollywood de toutes ces stars hongkongaises aura été frustrante. Personnellement, j'ai vraiment eu du mal à me satisfaire de leur passage aux États-Unis. La faute à un système américain qui privilégie l'argent autant. À titre d'exemple, lorsque Jackie Chan a 6 mois de préparation pour un tournage à Hong Kong, ce délai est réduit à 50 jours à Hollywood. Cela donne des films montés en dépit du bon sens et des chorégraphies ne permettant pas de débordement créatif. Je me permets donc un petit hommage à nos camarades tombés sur le champ d'honneur de l'oncle Sam. Enfin, on peut dire qu'il y a une certaine justice, puisqu'une grosse partie de la production américaine est financée par la Chine qui impose ses exigences désormais. Et il faut dire qu'on revient de très très loin concernant l'acceptation de toute cette culture dans nos contrées. Pour nous rafraîchir la mémoire, j'aime bien rappeler que tous ces films de kung-fu étaient distribués de manière désastreuse dans les années 70-80, avec des titres aussi folkloriques que Autant en emporte mon nunchaku, Il faut battre le chinois pendant qu'il est chaud, Ça branle dans les bambous, etc. Tout cela dans une espèce de racisme totalement décomplexé qui caractérise bien la condescendance de nos élites culturelles. La morale de l'histoire, crachez à la figure de la culture populaire, et elle vous pètera bien la gueule des années plus tard.